ici. Voilà. Et puis on va commencer. Alors, de toute façon, les gens vont arriver. Alors, tu vois pas, mais les gens arrivent petit à petit. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis Marie Matignon, je suis donc néphrologue à l'hôpital Henri Mondor. Je crois que si on tire un trait au milieu de Paris, je pense qu'on est l'un à l'autre bout de. Sauf que vous êtes encore à l'intérieur du périphérique, mais vous n'êtes pas très loin du périphérique quand même. Bon, bref. Voilà, donc je vais vous parler du rejet humoral et peut-être des nouvelles pistes thérapeutiques. Vous allez voir que c'est assez déprimant, en fait, le traitement du rejet humoral en transplantation, malgré en tout cas, un impact clinique qui, ce qu'on pense, est plutôt important. Donc déjà, la première chose, c'est un critère nosologique. Enfin, je pense que c'est important de savoir qu'en 2022, il y a eu une modification quand même très substantielle de cette classification de Banff, pas tant sur le plan du rejet cellulaire, donc qui est exactement la même qu'en 2019, voire même avant, que sur le plan du rejet humoral. Donc aujourd'hui, on part du principe qu'un rejet aigu humoral, c'est un score d'inflammation microvasculaire. Donc l'inflammation microvasculaire, c'est la glomérulite et la capillarite péritubulaire supérieure ou égale à 2, associée à un marquage C4D et ou la présence de DSA. Donc, il y a deux notions qui sont arrivées. Donc, c'est le probable active, donc c'est le rejet humoral probable, ou bien alors la MVI isolée, c'est-à-dire l'inflammation microvasculaire sans marquage C4D et sans DSA. Quand on a une glomérulopathie, donc c'est un dédoublement de la paroi des capillaires glomérulaires, ou alors un dédoublement de la paroi des capillaires des péritubulaires, on parle de rejet chronique humoral. En sachant d'emblée, je vais vous dire un truc, c'est que nous, on ne fait pas, enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous le faites, mais de microscopie électronique systématique comme aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'on passe à côté de tous les rejets chroniques humoraux débutants, puisque quand on la voit en optique, la CG, enfin, en général, on ne voit jamais la PTCML en optique, mais la CG, on la voit en optique, elle est déjà présente depuis un moment. Donc là, il y a quand même clairement une modification substantielle. Donc c'est ce que je vous disais, les deux entités qui sont apparues, c'est celle-ci, donc l'inflammation microvasculaire isolée et le probable rejet aigu humoral. Alors, comment c'est apparu? C'est parce qu'il y a eu une grosse étude faite par l'équipe de Martin Nessens, où ils ont en fait analysé l'inflammation microvasculaire avec ou sans DSA, et ils ont montré qu'il y avait la même signature transcriptionnelle. Donc, ils se sont dit quand même, c'est probablement à considérer parce que c'est probablement déjà un rejet aigu humoral. Et en plus, en 2025, donc, il y a eu cette étude de l'équipe d'Alexandre Boupy, donc de chez vous, qui a bien montré que, en fait, quand on avait un rejet humoral probable, excusez-moi, mais je vois plus bien, un rejet humoral probable, on avait un facteur de risque, c'était un facteur de risque indépendant de perte de greffon, donc multiplié par 2. Et quand on a de la MVI isolée, on est beaucoup plus à risque de progresser vers la glomérulopathie. Et donc la glomérulopathie chronique d'allogreffe, on sait que ça, c'est aussi un facteur de perte de greffon indépendant. Donc le Banff 2024 est en attente, en sachant qu'a priori, il n'y aura pas de modification substantielle et que l'inflammation microvasculaire isolée ne sera pas considérée encore comme du rejet humoral. Alors pourquoi c'est un sujet important en transplantation? D'abord parce que c'est une pathologie qui est fréquente. Ça touche 3 à 12% des patients qui sont transplantés du rein, que ça devient chronique dans 20% des cas jusqu'à 10 ans de la greffe, que c'est un facteur de risque indépendant de perte de greffon et que vous voyez que c'est un des facteurs de risque les plus importants, c'est-à-dire qu'on est à plus de 20% de perte de greffon de facteurs de risque de perte de greffon. En général, c'est dû à la non-adhérence. Alors, c'est écrit beaucoup dans la littérature. Moi, je suis un peu toujours gênée de ce critère de non-adhérence parce que d'abord, c'est pas possible de le savoir et puis on met toujours un critère moral. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un quart des patients qui développent des DSA de novo. Est-ce que c'est sur de la non-adhérence ou alors du mauvais suivi médical ou alors du mauvais dosage des immunosuppresseurs? Je vous rappelle qu'on a
aujourd'hui aucun critère clair pour savoir si le patient est trop immunosupprimé ou pas assez immunosupprimé, en dehors de l'apparition des DSA ou de l'apparition d'une infection opportuniste. Le troisième problème, c'est l'augmentation nette du coût de la transplantation en cas de rejet humoral. Donc, c'est multiplié par 4 par rapport à la population sans rejet humoral. Ça ajoute 12 000 $ un mois avant le rejet et 36 000 $ 2 ans après. Donc, vous voyez que ça reste quand même important. Et le dernier problème, c'est que les traitements curatifs du rejet aujourd'hui reposent sur des bas niveaux d'évidence, comme même si il y a eu quand même un essai de recommandation en 2020 par les Américains. Donc, ce qu'on voudrait pour les traitements, ça c'est juste pour recadrer un peu aussi tout ça, c'est que, on voudrait qu'un traitement actif sur le rejet humoral, il prolonge la survie du greffon. Je pense que ça, c'est quand même clairement ce qu'on veut tous. On voudrait aussi, en dessous de la survie, qu'il améliore la fonction des greffons. En général, quand on les prend avant que la créatine augmente, on améliore la fonction des greffons. On voudrait, dans un troisième temps, que ça améliore l'histologie rénale, parce qu'on pense que si on améliore l'histologie rénale, on va améliorer la survie des greffons, mais ça, c'est vraiment donc en améliorant les scores de Banff, parce que aussi, quand on va améliorer l'inflammation, on se dit qu'on va prévenir les lésions chroniques qui sont, pour le moment, dans le rein, en tout cas définies comme des lésions fixées et qui sont des facteurs de risque de perte de greffons. Et effectivement, il y a un seul papier qui analyse, c'est un papier français, signé par l'équipe de Lyon, qui analyse en fait des biopsies séquentielles et qui montre que en fait, quand on a une diminution de l'inflammation microvasculaire, donc qui est ici le bras de référence, on a une survie des greffons qui est bien meilleure que quand on a une stabilisation. Ça, on a 3 fois plus, 4 fois plus de risque de perdre son greffon. Et quand on a une aggravation de l'inflammation microvasculaire, vous voyez qu'on a 5 fois plus de chances de perdre son greffon. Donc, ça veut dire que probablement qu'en baissant quand même, en améliorant l'inflammation, le score microvasculaire, on va améliorer la survie des greffons. Et la troisième chose, c'est la baisse de la MFI des DSA. Ça a été mis en évidence par un seul papier. Donc, c'est un papier de Le Faucheur en 2009 qui montre que quand on baisse la MFI, vous savez, c'est un peu le chiffre magique de tout le transplanteur. La MFI qui monte, c'est la grande angoisse. Ben, ça, probablement qu'on pourrait améliorer aussi la survie des greffons et le pronostic de ce rejet humoral. La dernière, j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est que prévenir les lésions chroniques, c'est prévenir toutes les lésions chroniques, parce qu'on est là, nous, on discute beaucoup de la glomérulopathie d'allogreffe, mais il y a quand même des papiers qui disent aussi que dès qu'on a des lésions de type fibrose interstitielle ou atrophie tubulaire, en fait, on a une survie des greffons en rejet humoral qui est bien moins bonne dès que ce score de chronicité est à plus de 4. Donc, c'est quoi ce consensus de 2020 américain? C'est d'abord, dans la quasi-totalité des cas des patients, faire des plasmaphéreses et des IGIV. Donc, c'est, je pense, ce qu'on fait tous. Après, on pourra en discuter de ce que vous faites vous. Et ça repose sur une seule étude de 2007 faite par Bemig. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas très honnête aujourd'hui dans ses nouvelles études, mais bon, ça, on pourra aussi en discuter, où il montre que dans le rejet humoral, quand on fait rien versus plasmaphéreses IGIV, eh ben, on améliore la survie des greffons. En tout cas, on diminue la perte des greffons, en sachant qu'entre 2007 et 2022, évidemment, il y a quand même une modification substantielle de la définition aussi du rejet humoral. Et la première, donc il y a un essai aussi de première étape d'individualisation de ce traitement. C'est selon le temps à partir de la transplantation et selon les DSA. Donc, il y a deux considérations. Donc, ou bien on est très précoce, à moins de 30 jours, ou bien on est tardif, ou on est à plus de 30 jours. Et en fait, en Europe, on ne considère pas tout à fait ça pareil. Donc, le temps de la transplantation, donc c'est ou bien un mois, donc ça, on part du principe que c'est des DSA préformés. Et il y a des gens qui disent 6 mois. Et donc là, parce qu'on dit que en fait, l'apparition du rejet, en tout cas du DSA après 6 mois, c'est plutôt du de novo. Et donc ça, ce serait plus grave que le préformé.
Moi, je sais pas, j'ai pas trop de réponses, mais en tout cas, je pense que clairement, il y a probablement plutôt que moins d'un mois et plus d'un mois, on pourrait dire qu'il y a un mois, 6 mois et plus de 6 mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a des DSA préformés, on a une meilleure survie. Probablement parce que en fait, ils sont bien étiquetés, ces patients. On le sait qu'ils ont des DSA préformés. Donc d'abord, ils sont traités en conséquence. Ensuite, ils sont dépistés. Donc on dépiste avec des biopsies de dépistage et du coup, on dépiste le rejet au stade infraclinique. Et on sait que quand on les dépiste au stade infraclinique, c'est-à-dire avant l'augmentation de la créatinine, c'est un facteur de risque de meilleur pronostic. Et on a aussi moins de lésions chroniques parce que c'est des rejets qui sont plus précoces, donc on a moins de lésions chroniques avec les agressions du rejet chronique et puis des anticalcineries. Et ensuite, donc, quand on a un DSA nouveau, c'est exactement l'inverse, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, il y a aussi une modification selon la force des DSA. Donc ça, c'est discutable, mais en tout cas, il y a le C1Q et la MFI. Alors, il y a eu un gros papier sur le C1Q, mais il y a quand même aujourd'hui, avec la MFI, on peut quand même prévoir le fait que, enfin, le niveau de MFI, le fait que cet anticorps puisse se fixer sur le complément et donc puisse être plus un facteur de risque de rejet. Il y a aussi des essais de type, les isotypes IgG4 qui seraient plus actifs, en tout cas plus pourvoyeurs de rejet, et le marquage C3D qui serait aussi plus pourvoyeur de rejet, en tout cas plus sévère et aurait un impact sur le pronostic. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, c'est que donc ces malades-là, quand on a moins de 30 jours, qu'on a des DSA préexistants, on fait des plasmaphéreses et des IgIV. Je pense que ça, on le fait tous. Dans ce critère un peu particulier, quand on a des rejets très précoces, on peut se dire que ces DSA sont très actifs et donc c'est la seule place des C5 inhibiteurs qui vont donc améliorer le pronostic du rejet aigu précoce et on l'utilise plutôt dans des stratégies de sauvetage en fait de ces greffons pour des rejets qui sont résistants aux échanges plasmatiques et aux IgIV. Malheureusement, la survie à long terme, vous voyez, elle est comparable qu'on ait utilisé ou pas ces 5 inhibiteurs et il n'y a aucune prévention du rejet chronique humoral par ces traitements. Donc, en combien de temps il faut les laisser, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche pour sauver le greffon en aigu, mais ça ne marche pas sur la suite. Les inhibiteurs proximaux là, sur le C1Q sont en cours d'évaluation, mais l'étude a été arrêtée prématurément pour futilité. Donc, a priori, on ne les utilise plus. Je crois qu'il y a encore des équipes qui les utilisent, mais nous, on ne les a jamais utilisés, on ne les utilisera pas, je pense. Après, il y a toute la question du rituximab aussi en curatif qui n'est pas résolue, mais nous, on ne l'utilise plus du tout. Et c'est vrai que depuis l'étude qui a été faite par l'équipe de Tours, c'était du rejet quand même qui était plutôt à plus d'un mois, mais on ne l'utilise plus non plus. Alors, le vrai problème, c'est que, en fait, récemment, c'est ce que je vous ai dit, il y a une reclassification des rejets, qu'on a 15% des patients qui sont reclassifiés entre le BANF 2019 et BANF 2022 de l'absence de rejet à deux caractéristiques, c'est aussi le rejet aigu probable et la MVI. Et en plus, ces dernières années, il y a quand même des choses qui ont été un peu avancées dans la physiopathologie du rejet humoral. Et surtout, il y a une problématique qui est que l'inflammation microvasculaire n'est pas forcément secondaire au rejet aigu humoral, mais peut-être sur aussi ce qu'on appelle le missing self. Donc, c'est une physiopathologie qui est liée à la cellule NK. Donc, la cellule NK ne reconnaît pas le soi sur la cellule et induit une destruction de la cellule endothéliale, en tout cas, et une inflammation microvasculaire. Donc, c'est un phénomène qui ne passe pas du tout par les anticorps et qui est quand même à considérer aujourd'hui donc dans cette inflammation microvasculaire parce que en fait on peut jamais savoir si cette inflammation microvasculaire elle est secondaire à l'anticorps quand il n'y a pas de C4D par exemple ou qu'elle n'est pas secondaire à l'anticorps donc c'est un peu difficile. Donc c'est
aussi la vraie, enfin en tout cas, je pense que c'est une vraie question aujourd'hui dans la personnalisation du traitement. Et donc, eh bien aujourd'hui, pour les traitements, on a plein de choses, vous voyez, il y a plein de niveaux d'activation et c'est pour ça que les antiplasmocitaires ont beaucoup fait couler d'encre parce que on s'est dit les antiplasmocitaires, c'est formidable, ça joue sur la cellule plasmocitaire. Vous allez voir que c'est moins, enfin, en tout cas, moi, je suis un peu mitigée sur l'utilisation de ça dans le rejet humoral, mais bon, on va reprendre un peu les histoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a quand même l'impression aujourd'hui qu'il faut associer les traitements sur et agir à plusieurs niveaux. Vous voyez qu'on a énormément de traitements qui sont à notre disposition. Il y a le anti-cellule B, donc les anti-CD20. Il y a les anti-IL-6, il y a l'inhibition du protéasome qu'on n'utilise plus du tout pour les effets secondaires, mais qui joue sur la cellule plasmocitaire. Donc aujourd'hui, le traitement un peu moderne, c'est l'anti-CD38. Il y a les IVIG qui vont jouer sur les anticorps et qui vont former des complexes avec les anticorps qui vont être éliminés. Et puis, il y a la plasmaphéresis qui va baisser aussi les anticorps. Et puis ensuite, il y a le complément. Donc, on a beaucoup de traitements à notre disposition, mais comment les utiliser et est-ce qu'ils sont efficaces? Ça, c'est beaucoup moins clair. Donc, il y a beaucoup d'études en cours. Ça, je vous ai repris les études récentes, en fait, entre 2021 et 2025, avec celles qui en sont terminées et les résultats qui sont publiés et celles qui sont en cours. Donc, on va débuter par la première, donc c'est l'imlifidase qui joue sur les DSA, qui a été donc essayé, qui va cliver, en fait, c'est une enzyme issue du streptocoque et qui va donc cliver l'immunoglobuline G entre le fragment FC et le fragment variable et qui va les rendre totalement inactives. Donc, il y a une étude dans le rejet humoral international qui a inclus 14 centres, qui a inclus donc 28 malades. Il y avait 32% de rejet humoral actif non chronique et 11 qui avaient du chronique ou du rejet mixte et 50% de rejet chronique humoral. Vous voyez, on mélange encore une fois un peu tout, mais je pense malheureusement que même ces actifs ABMR, tant qu'on n'a pas de microscopie électronique, on ne peut même pas savoir s'ils ne sont pas dans le chronique actif. Et en fait, ce qui a été montré, c'est qu'il y a une diminution significative des DSA. Bon, ça, on est content. Ça veut dire que probablement les malades ont quand même bien reçu le produit, puisque c'est comme ça, ça a été bien clivé. L'imlifidase a été active, donc il n'y avait pas d'anticorps anti-imlifidase comme ça a pu être décrit. Par contre, on n'a aucun effet sur la survie du greffon, aucun effet sur le DFG et aucun effet sur le score histologique. Donc la vraie question de ce papier, c'était est-ce qu'il ne faut pas mieux sélectionner les malades? Est-ce que si on prend que du rejet actif sans rejet chronique, ça va mieux marcher plutôt que prendre du chronique, du mixte et de tout mélanger? C'est à discuter. Moi, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, est-ce que juste éliminer les anticorps, même en y associant des IVIG, du MAPTERA et des échanges plasmatiques, est-ce que ça marche vraiment? En tout cas, aujourd'hui, on a quand même peu de signes en faveur. La deuxième molécule dont on va parler, c'est l'IL-6, qui a été donc beaucoup étudiée ces dernières années. Pourquoi? Parce que sur des petites études initialement, le tocilizumab, donc qui est un anti-IL-6 récepteur humanisé, a montré que ça baissait les niveaux de DSA, donc toujours les chiffres magiques, hein. Ça baissait le score d'inflammation microvasculaire, ça stabilisait, même si ça n'améliorait pas, mais déjà ça stabilisait le niveau de fonction du greffon, avec un risque d'infection qui était comparable, et on se posait la question de l'amélioration de la survie des greffons. Vous voyez que l'IL-6 agit à beaucoup d'endroits, et notamment sur la survie des cellules plasmocitaires et des cellules et de la différenciation entre les cellules B vers les cellules B mémoire. Et donc, évidemment, ça nous intéresse parce qu'on s'est dit ça va vraiment être très efficace. Sauf que, en fait, donc là, pour cette IL-6-là, les résultats d'Intercept qui est en cours sont en attente. Donc, ils veulent inclure 50 patients avec du rejet humoral chronique actif et ils vont les traiter par tocilizumab. Pour le moment, il n'y a pas de... En tout cas, il y a peu de signes en faveur de l'utilisation, mais surtout pour l'anti-L6,
humanisé, donc le clazikizumab, qui n'est pas l'antirécepteur, hein, qui est plutôt utilisé parce qu'a priori, il y a moins d'accumulation d'IL-6. Et pareil, sur des petites études qui avaient montré clairement une efficacité, en tout cas, c'est ce que je vous ai dit, sur 2 critères qu'on attend pour le traitement du rejet moral, c'est-à-dire le niveau de DSA et l'inflammation microvasculaire. L'étude Imagine, donc de phase 3, qui a inclus 194 malades, hein, c'était quand même beaucoup, a été arrêtée prématurément pour futilité. Et donc, l'endpoint principal, c'était la baisse du DFG, donc la courbe de décroissance du DFG à 24 mois. Et vous voyez qu'il y avait énormément d'autres endpoints, notamment le score iBox. Et tout ça, ça a été donc arrêté. Au total, je ne suis pas sûre que Intercept fasse beaucoup mieux que le Imagine avec le clazakizumab. Donc, l'IL6 est aujourd'hui, l'anti-IL6, pardon, est aujourd'hui un traitement qui est presque abandonné, donc qu'on a tué, vous voyez, en peu de temps, hein, parce que le premier report de Stanley Jordan, c'est 2022, et là, on est en 2025 et ce produit est déjà mort. Donc ensuite, on va s'attaquer à celui qui nous intéresse le plus, en tout cas, qui nous excite le plus aujourd'hui en transplantation, c'est l'antiplasmocytaire. Donc l'anti-CD38, vous voyez, il y a beaucoup d'études qui ont été terminées de phase 2 et des phases 3 qui sont en cours. Donc, c'est quoi le CD38? Le CD38, c'est une molécule, enfin, c'est un marqueur cellulaire transmembranaire qui a beaucoup de rôles, qui va réduire le niveau de NAD dans la cellule et qui va jouer aussi sur l'adhésion cellulaire et qui va réguler donc l'homéostasie de l'adénosine. Il a une expression qui est ubiquitaire, ça c'est quand même important parce que on ne sait pas trop non plus trop ce qu'on fait, mais il est quand même prédominant sur les cellules immunitaires. Il y a plusieurs cellules immunitaires qui sont prédominantes. Il y a les cellules plasmocytaires, ça c'est sûr, mais il y a aussi la cellule NK, et ça vous allez voir que c'est important, mais aussi la cellule T activée. La cellule T activée, une fois qu'elle s'active, exprime le CD38. Donc les anti-CD38, ils sont bien connus par les hématologues, hein, ça vient souvent des hématologues d'ailleurs, nos produits. Il y a 2 types d'anti-CD38, il y a l'humanisé, donc ça c'est le daratumumab et le felzartamab. Il y a le chimérique murin, qui est l'isatuximab, qui est surtout utilisé par les Américains. Ça a été vraiment une révolution dans le traitement du myélome, avec une amélioration très claire de la survie des patients sans rechute. Et il y a aussi, je ne vous l'ai pas mis là, mais en tout cas clairement une amélioration du pronostic rénal chez les patients qui sont traités par le daratumumab et qui ont un myélome multiple. L'utilisation de ces 3 molécules, l'isatuximab, le daratumumab et le felzartamab, il y a une méta-analyse qui est sortie dans le myélome et qui ne montre pas de différence d'efficacité pour ces 3 molécules. Il y a beaucoup d'encre qui coule sur, il y en a un qui serait plutôt dans la DCC, plutôt d'un côté ou de l'autre. Moi, je trouve que c'est pas très clair et je ne comprends pas très bien, mais je ne suis pas non plus une immunologiste chevronnée, mais je trouve que c'est pas très très clair. En tout cas, les mécanismes humains qui sont décrits, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est une cytotoxicité qui est dépendante de l'anticorps. Le second, c'est une phagocytose donc cellulaire qui est secondaire, enfin qui est dépendante aussi de l'anticorps. Et le troisième, en fait, c'est une cytotoxicité qui est dépendante du complément. En plus d'avoir des effets directs sur les cellules, ils peuvent aussi avoir des effets sur l'immunomodulation parce que les cellules Treg aussi expriment le CD38, les cellules Breg expriment aussi le CD38 et ils pourraient en fait aussi modifier l'immunomodulation. Donc, on fait beaucoup de choses intéressantes sur le plasmocyte, mais probablement aussi avec des effets sur d'autres cellules qui sont à ne pas négliger. En tout cas, l'étude Princeps de l'utilisation de l'anti-CD38 en transplantation, elle vient donc d'une équipe américaine et de la nôtre. Donc la première, l'étude américaine, en fait, les Américains ont greffé des grands macaques qui ont été donc préimmunisés par des greffes de peau et ils ont traité par daratumumab et le plerixafor, c'est juste c'est un CXCR4 qui va donc mobiliser les plasmocytes et qui va les faire sortir de la moelle.
Et donc là, il montre que, enfin, on a montré que les animaux traités par daratumumab avaient clairement une meilleure survie du greffon, une diminution des plasmablastes avant la transplantation dans les ganglions, qui était en tout cas significative, et on montrait aussi qu'il y avait une diminution des DSA chez les animaux traités par daratumumab. Malheureusement, vous allez voir que c'est important, cette diminution des anticorps anti-HLA de type DSA, elle est transitoire avec une augmentation en fait juste après la greffe. Et il n'y avait aucune modification qui avait été notée avant la greffe sur les cellules T, CD4+, et CD8+. Alors, je suis désolée, ça ne s'est pas passé le petit effet, je m'excuse. En tout cas, nous, on a apporté donc 2 patients. Le premier patient qu'on a traité, c'était un patient de 30 ans qui avait arrêté tous ses traitements et qui était transplanté rein-cœur, qui avait un rejet humoral, enfin mixte en tout cas, humoral et cellulaire, réfractaire à tous les traitements. Et comme il y avait un risque vital, puisque c'était aussi en cardiaque, on a utilisé donc le daratumumab, et ce qu'on a montré, c'est une amélioration très significative, hein, puisque le patient a survécu pendant 1 an à de la fonction rénale et de la fonction cardiaque, avec un sevrage des drogues inotropes positives. Et en tout cas, vous avez le plus important, c'est une diminution très significative des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que en fait, il s'est donc réaggravé dans un deuxième temps, et donc avec une réapparition des plasmocytes dans le greffon rénal, et donc on a retraité par daratumumab. Le deuxième, Pardon, vous aviez fait 2 injections? non, on avait fait 8 injections à 1 semaine d'intervalle. Ensuite, on a tout arrêté, et ensuite on a repris une dose de charge, et puis on l'a traité tous les 15 jours. On a fait comme dans le myélome, hein. Après, c'est discutable, hein, parce que probablement qu'ils n'ont pas des charges tumorales comme dans le myélome. Et puis mais quand même, dans le myélome, on sait que les plasmocytes tumoraux ont une affinité très forte pour l'anti-CD38, et c'est pas sûr que l'affinité soit aussi forte quand c'est pas tumoral. Donc, je sais pas. J'ai pas trop de réponses sur la dose, mais on a fait comme dans les procédures de myélome. Et la deuxième situation clinique dans laquelle on l'a utilisé, c'est en désensibilisation chez une patiente qui attendait une greffe de cœur. Et ce qu'on a montré, c'est aussi pareil, une diminution significative de l'AMFI des HLA, des anti-HLA, puisque ce n'était pas forcément des DSA, et avec une diminution aussi significative du nombre d'anti-HLA, ce qui a permis de faire une transplantation cardiaque chez cette patiente. Depuis ces 2 cas princeps, donc publiés en 2019, vous voyez que le nombre de publications a augmenté, sauf en 2024. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé en 2024, mais en tout cas, il y a plusieurs case reports qui ont été rapportés d'efficacité de l'anti-CD38 après un rejet humoral aigu, ou en désensibilisation chez les adultes, chez l'enfant, en transplantation cardiaque et en transplantation rénale. Cependant, ce qui nous avait un peu arrêté à l'époque, et je pense que c'est quand même à prendre en compte, c'est que chez ces animaux donc traités par daratumumab et qui présentaient moins de rejets humoraux, donc après la greffe avec une survie des greffons meilleure, on observait quand même une augmentation très nette, vous voyez ici, du taux de rejet aigu cellulaire, avec une augmentation du ratio CD8-Treg après la transplantation, donc dans le sang et dans les ganglions, et aussi une augmentation donc dans les ganglions des CD4 et des CD8, avec une baisse aussi des cellules B transitionnelles et des cellules B régulatrices dans les ganglions. Donc, on se demandait si, en fait, le daratumumab n'induisait pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, une déviation immune, donc par des effets, en fait, sur beaucoup de cellules immunitaires, bien plus que le seul plasmocyte. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de temps entre cette étude et les premières études d'utilisation des antiplasmocytaires dans le rejet humoral en transplantation rénale. La première
publiée dans le New England en 2024. Très peu de patients, hein. C'est une étude de safety, en fait, hein. C'est vraiment la tolérance de ce traitement dans ce groupe de patients. Ils ont inclus 11 patients dans le groupe felzartamab et 11 patients dans le groupe placebo. Une étude randomisée contrôlée, que des rejets humoraux tardifs, donc qui apparaissent à plus de 6 mois de la greffe. Et il y a 70% de rejets chroniques humoraux, et il n'y a pas que du rejet chronique, hein. Il y a quand même 30% de rejets IL. Ce qui montre, c'est qu'il y a une diminution significative. Ça, c'est dans les objectifs secondaires. Donc la tolérance, pardon, j'ai oublié de vous dire, mais elle est parfaite, hein, c'est bien toléré. Il y a quelques réactions, comment on dit, allergiques, mais ça s'arrête là. Et vous voyez, il y a très peu d'infections, hein, puisque c'est ce dont on parlait, mais il y a très peu d'infections, voire zéro. Il y a juste une kératoconjonctivite virale. En tout cas, pour les critères qui nous intéressent dans le rejet humoral, on a une diminution significative du score d'inflammation microvasculaire à la semaine 24 et à la semaine 52, donc à 1 an du traitement. Par contre, les DSA sont stables, et la créatinine, je ne vous l'ai pas mis là, mais la créatinine et la protéinurie est stable également. Donc, il n'y a pas d'effet clinique stricto sensu. En tout cas, il y a une stabilisation de la fonction rénale. Ce n'est pas très clair si les patients ont été inclus, c'est des biopsies pour cause ou pas, ça, ce n'est pas très clair. En tout cas, aussi parallèlement, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait une diminution des cellules NK qui était persistante dans le temps, vous voyez, parce que même à la semaine 52, les cellules NK sont abaissées dans le groupe traité par le felzartamab, et ce qui n'était pas tout à fait attendu. Ils ont refait un peu après l'histoire en disant que vraiment c'était très intéressant, mais clairement, les cellules NK sont abaissées. Et en plus, ils ont montré que le cell-free DNA était maintenu aussi bas dans le temps. Je vous rappelle que le cell-free DNA est très associé en fait à l'inflammation microvasculaire, comme ça a été montré par Olivier Aubert en 2024, et très associé au dépôt de CKD. Donc, ils sont allés plus loin dans leur étude et ils ont recherché, donc, enfin, en tout cas, ils ont fait une analyse des cellules impactées sur le plan ARN et sur le plan microscopique dans les biopsies de ces greffons. Et ce qu'ils ont montré, c'est que clairement, le felzartamab diminuait les gènes, enfin, l'activité des gènes, notamment des cellules NK, mais aussi dans les gènes qui sont induits par l'activité de l'interféron gamma. Et donc, fort de tout cela, enfin, de tous ces résultats, il y a une étude américaine, mais aussi il y a des centres français qui sont impliqués. Donc, il y a au moins Toulouse et Lyon. Je ne sais pas qui y a d'autres, mais qui traitent en tout cas, qui phase 3, où ils vont inclure, je crois, au moins 150 patients dans chaque bras, pour montrer, avec un critère d'efficacité cette fois-ci, sur l'inflammation microvasculaire et sur la fonction rénale et sur la protéinurie. Moi, j'ai une grosse limite en fait dans ce protocole, c'est que c'est comparé à rien, à aucun traitement. Et en tout cas, nous, à Mondor, je ne sais pas si vous faites pareil, mais le rejet chronique, le rejet aigu sans lésion chronique à 6 mois de la greffe, on fait échange plasmatique IgIV. Et quand il n'y a pas des lésions chroniques à plus de 2 ou 3 de CG, on fait aussi des échanges plasmatiques et des IgIV. Donc, je trouve que ce n'est pas tout à fait calé sur notre pratique clinique. La deuxième étude qui est sous presse, mais qui, je pense, doit être maintenant en ligne, enfin, en tout cas, elle doit être dans PubMed, elle doit être indexée, puisqu'elle était sous presse en septembre. C'est une étude monocentrique de cohorte. Donc, il n'y a pas de groupe contrôle cette fois-ci. Elle est publiée dans le CAI Report. C'est une étude de Singapour où ils ont inclus 16 rejets. Alors, ils disent chroniques à plus de 6 mois de la greffe. Ce n'est pas tout à fait honnête parce que pour les chroniques, ils ont pris comme critères des critères aussi de fibrose interstitielle et d'atrophie tubulaire qui ne sont pas inclus dans le BANF. Voilà. Il y a quand même deux forces, donc ils ont exactement les mêmes résultats, donc avec des baisses d'inflammation microvasculaire, amélioration du cell-free DNA, la stabilisation de la fonction rénale. Eux, ils montrent aussi un peu une baisse de la protéinurie. Bon, ça, c'est à discuter. Les DSA sont stables.
Mais les forces, c'est que, un, ils ont fait un diagnostic moléculaire, donc ils montrent quand même que le diagnostic moléculaire, en fait, s'améliore très nettement après traitement par anti-CD38. Donc ça, c'est quand même une vraie force, plus que presque la MVI. Que ensuite, ils ont utilisé du Darzalex. Et en fait, c'est du Darzalex sous-cutané aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tous les patients myélomateux sont traités par Darzalex en sous-cutané. Donc, c'est bien mieux toléré et en plus, c'est quand même un traitement qui peut se faire à la maison versus 6 échanges plasmatiques où il faut chercher des places en plasmaphérèse et les IGIV en hôpital de jour. Enfin, maintenant, ça se fait un peu en ville, mais c'est quand même moins bien toléré. Et voilà. Et donc, ça, c'est quand même les deux forces. Après, la grosse faiblesse, c'est, je vous dis, la définition du rejet chronique humoral avec les lésions chroniques considérées qui, je trouve, sont pas tout à fait justes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils associent rien et ils comparent à rien. Donc, bon, on sait toujours quand même, enfin, je vous rappelle qu'on sait toujours pas, en fait, chez ces nouveaux patients de 2022, ce que font les échanges plasmatiques et les IgIV. Voilà pour les antiplasmocytaires. Ensuite, on va parler rapidement de deux, trois autres molécules. La première, c'est le belatacept, qui, je pense, enfin, qui est en train d'être testé aujourd'hui en France. Donc, le BLATSEP, vous savez que c'est aujourd'hui une vraie alternative aux anticalcinurines. Ça agit donc sur le blocage du deuxième signal de l'activation lymphocytaire T par blocage de la costimulation, que ça induit clairement une diminution de la réponse humorale par blocage en fait de la coopération cellule B, cellule T, effecteur TFH, de type TFH, que dans toutes les études de cohorte et d'études qui ont montré, enfin, qui ont comparé le belatacept aux anticalcinurines, il y avait moins d'incidence des DSA et que chez les patients déjà pré-immunisés, donc dans l'étude Bellacor qui a été menée par l'équipe de Mondor, on a aussi montré que l'utilisation du belatacept permettait une diminution significative des anticorps anti-HLA préformés. Il y a une étude de cohorte qui a inclus donc 19 patients publiés en 2021, qui a analysé donc le switch au belatacept dans des rejets chroniques humorales actifs et qui a montré qu'il y avait une diminution de l'inflammation microvasculaire et sans dégradation de la fonction du greffon. Après, il y a une grosse étude en ce moment qui est en cours avec Dominique Bertrand, donc, où il va donc, analyser l'effet de ce traitement chez des patients qui ont déjà reçu des échanges plasmatiques et des IgIV et un switch anticalcinurine belatacept. Donc le PHRC est ouvert là et je crois que c'est un groupe SPICER, donc je pense que vous devez être concerné par ce protocole. Et après, il y a une bombe qui est arrivée récemment c'est l'effet des immunoglobulines intraveineuses. Donc, donc il y en a une de 2018, mais surtout, il y en a une dans Kin International en 2025, qui est d'Australie, qui nous vient d'Australie, où ils font une étude randomisée contrôlée. Ils font le rejet chronique humoral actif, où ils excluent donc, oui, des grosses lésions chroniques, donc LIFTAP pour 50%, des malades qui sont assez graves, puisque de DFG à moins de 25, une protéinurie à plus de 3 grammes par jour. Et là, ils font IgIV, donc là, ils font un peu plus que nous, mais nous, on fait 4 fois 2 grammes kilo, eux, ils font 6 fois. Et ils montrent qu'en fait, ils améliorent clairement la débit de filtration glomérulaire, ils stabilisent les lésions chroniques et sur un plan moléculaire, en fait, ils améliorent la réponse moléculaire du rejet humoral chronique actif, en sachant qu'il y avait eu déjà une étude espagnole qui avait montré, enfin, qui avait en tout cas analysé des lésions chroniques, donc c'est des DSA associés à des chroniques glomérulopathies et qui n'avaient pas montré d'effet, en tout cas pas d'aggravation. Donc ça nécessite d'être confirmé, mais je trouve que c'est toujours intéressant de prendre des vieux traitements et de les essayer. Ça reste assez cher, hein, quand même, les immunoglobulines. En tout cas, je pense que comparer échange plasmatique immunoglobulines au CD38, ça me paraît pas délirant aujourd'hui en termes d'efficacité sur les papiers des deux médicaments. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai pas trop de réponses, hein, on peut en discuter tous, hein, mais en tout cas, je pense que la première chose, c'est l'inflammation microvasculaire, donc il faut l'étiqueter.
savoir s'il y a du G, du CPT. Ensuite, il faut savoir s'il y a des DSA et ou du C4D. Donc là, on est dans la nosologie rejet humoral ou alors probable rejet humoral. Donc, selon les caractéristiques des DSA, selon le temps par rapport à la transplantation, et selon les lésions chroniques, on peut discuter ou bien les IVIG seuls, ou bien les plasmaphéreses, les IVIG en première intention, et aussi l'optimisation de l'immunosuppression, donc réintroduire des stéroïdes, par exemple, chez les malades chez qui on l'a arrêté, remettre des doses de CNI plutôt aux alentours de 7 de T0 de FK et 150 de Néoral, en sachant que ça n'a quand même pas trop prouvé quoi que ce soit, et discuter le switch au Bella. Ça, j'espère qu'on aura une réponse, mais je pense que même dès aujourd'hui, ça peut se discuter. La place de l'anti-CD38, elle se discute. Est-ce qu'on le met seul? Est-ce qu'on le met après les plasmaphéreses IgIV? Et quand on a vraiment un rejet chronique humoral qui est très sévère, rejet humoral sévère, pardon, on peut, en traitement de sauvetage, associer des inhibiteurs du complément. Quand on est à plus de 6 mois de la greffe, nous, on a du mal, quand il n'y a pas beaucoup de lésions chroniques, à ne pas faire plasmaphéreses IVG, mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Associer l'anti-CD38, j'ai pas trop de réponses aujourd'hui, mais je pense que quand même, ça peut se discuter. Et est-ce qu'il ne faut pas peut-être associer encore d'autres drogues, peut-être des anti-L6. Est-ce que là, ils ont testé l'anti-L6 en monothérapie, mais est-ce qu'en association à d'autres drogues, ils ne pourraient pas avoir des effets qui soient, comme les IEC, les diurétiques, qui soient encore plus forts que quand ils sont l'un avec l'un et l'autre? Quand on est dans une situation où l'inflammation microvasculaire n'est pas associée à des anticorps anti-HLA et ou le C4D, je pense que clairement, c'est difficile de faire de la plasmaphérèse et des IVIG, qu'on peut optimiser effectivement l'immunosuppression, mais là, on est quand même dans une situation où on a l'impression qu'on est plutôt sur une physiopathologie des cellules NK. Et est-ce que là, en fait, c'est pas là, en fait, où l'anti-CD38 seul n'aurait pas une place, c'est-à-dire, puisqu'il améliore l'inflammation microvasculaire probablement sur les cellules NK, est-ce que c'est pas là où on pourrait l'utiliser? Mais là, il faudrait qu'on fasse d'autres études. Je crois que c'est en cours de discussion. Mais il y a deux choses aussi importantes, c'est que même s'il n'y a pas de DSA et de C4D, est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui tous utiliser le diagnostic moléculaire pour la classification, ce qui nous permettrait en tout cas, de réfléchir sur le même type de patient et de ne pas avoir l'un des outils histologiques de type microscopie électronique, l'autre pas d'outils histologiques de type microscopie électronique, et l'un diagnostic moléculaire et l'autre pas. Après, il y a aussi d'autres études qui sont en cours. Il y a des anticellules B dont je ne vous ai pas parlé, des inhibiteurs du protéasome. Ça paraît un peu décalé, surtout les inhibiteurs du protéasome, mais peut-être que les cellules B, peut-être qu'on a plus encore d'efficacité sur l'activation des cellules B, peut-être que ça pourrait en tout cas être associé, et peut-être que surtout, je pense que ce qui est important, c'est la prévention du rejet humoral. Alors, c'est un bien grand mot, la prévention. Donc, comment on fait pour prévenir? Donc, aujourd'hui, on a plusieurs outils qu'on peut utiliser. C'est d'abord la compatibilité HLA entre donneur et receveur. Donc, il y a des gens qui utilisent la compatibilité selon les éplettes. Il y a notamment l'équipe de Manitoba qui fait ça. Et quand ils matchent les patients donneurs-receveurs selon les éplettes, ils ont quasiment plus de développement de DSA de novo. Donc, et surtout quand on le fait en DRDQ. Et puis ensuite, il y a des gens qui disent que selon aussi le polymorphisme HLA et selon la diversité d'immunopeptidomes, on pourrait aussi matcher les donneurs et les receveurs parce que ça, c'est des facteurs de risque de développement des DSA de novo. On n'y est pas encore, mais je pense que peut-être que les éplettes, on pourrait discuter parce que je crois qu'aujourd'hui, on a quand même tous les outils puisqu'on a du phénotype HLA en biomol, même chez les donneurs, même chez les donneurs décédés. La deuxième type de prévention, c'est chez les patients qui ont des anticorps anti-HLA injectés de l'immunifidase. Donc, c'est le même produit que tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il y a un protocole national en France. Je pense que vous devez avoir des patients qui en ont bénéficié. La cohorte, c'est parti de la cohorte américaine où ils ont inclus donc 40 patients.
après avoir fait une étude suédoise et américaine. Et sur la survie à 3 ans et à 5 ans, on a des survies qui sont, vous voyez, quand même tout à fait favorables, puisqu'on a 90%, quasiment 90% de survie des greffons à 5 ans, 75% de survie des patients, ça c'est un peu bizarre, et une incidence de rejet humoral quand même qui est très élevée, 60% à 3 ans, et à 5 ans, c'est quasiment les mêmes résultats. Bon, en tout cas, la réponse à ce traitement, elle est vraiment prédite par le rebond des anticorps à J10, c'est-à-dire que en fait, la demi-vie de ce traitement, c'est, je crois, 4 ou 5 jours, et donc il y a un rebond. Et donc, quand on n'a pas de rebond, en général, on ne fait pas de rejet humoral. En tout cas, il y a la cohorte française qui va être présentée à la SFT. Donc, il y a 47 patients. Si vous voyez que le taux d'attente, en tout cas sur le liste, elle est d'environ 10 ans. En général, il y a des cross-matchs en cytométrie de flux qui sont positifs chez 40 patients, donc c'est la quasi-totalité. Et vous voyez que nous, on n'a pas, on a un taux de rebond qui est très important puisqu'on a 85%. 34% de rejet humoral très précoce, donc à moins de 15 jours, je crois, après la greffe. Et il y avait 100% de ces patients-là qui avaient un rebond des DSA. Et donc, on a une survie à 1 an qui est de 95% de patients, 97% des greffons, et une moyenne de créatinine qui est à 137, donc des résultats qui paraissent quand même plutôt favorables. On aura un peu plus de détails au moment de la SFT, donc qui a lieu en décembre. Et ensuite, la dernière façon de prévenir, c'est encore l'utilisation de l'antiplasmocytaire. Donc là, il y a 2 études qui ont été faites. La première par une équipe américaine et une équipe espagnole, où ils ont inclus donc 2 cohortes de patients avec vous voyez, des PRA donc avant la greffe qui sont très élevés. Enfin, celui-là, c'est un peu bizarre, il met 80-99, mais en fait, la médiane, elle est à 99. Donc, c'est quand même, elles sont vraiment très équivalentes. Ils ont traité donc plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est que pour 3 patients, ils ont des myélogrammes, enfin une aspiration de la moelle, ce qui permet d'analyser les plasmocytes dans la moelle. Ils ont un critère composite d'efficacité qui est ultra compliqué, donc ils ont fait des dilutions, des baisses de DSA, plein de choses, et ils trouvent qu'eux, ils ont 80% de réponse immune. Bon, nous, on a mené une étude à Mondor, où on a inclus 19 patients et qu'on a traités par daratumumab. C'est des patients qui étaient en attente de transplantation rénale depuis plus de 3 ans avec des PRA à plus de 95%. Donc, on a d'abord fait une première phase de safety avec des doses de médicaments qui étaient progressives et ensuite des doses à 16 mg kg, donc 8 injections à une semaine d'intervalle. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a une réponse en termes de CPRA, donc 1% les malades perdent en moyenne 1% à 6 mois, donc c'est pas si mal, et qui est stable. Par contre, la décroissance du nombre d'anti-HLA, de la MFI, elle est claire à M3, mais à M6, la situation est la même qu'à M0. Et on a une diminution des cellules immunitaires type plasmablast, cellules T et NK, et avec des cellules NK qui sont abaissées de façon un peu plus, en tout cas, prolongée dans le temps, comme enfin, eux, ils n'ont pas analysé les NK dans cette étude du JSN, mais en tout cas, ils montrent la même chose sur les plasmablastes et les plasmacelles. On a mixé nos 2 cohortes et ce qu'on a trouvé, c'est un biomarqueur de réponse au traitement, de réponse prolongée en fait au traitement, c'est-à-dire que plus on a de cellules mémoire qui sont CD38+, donc moins on a de CD38-, et plus on répond au traitement, et plus on a une baisse prolongée dans le temps des anticorps anti-HLA. Donc, peut-être qu'on pourrait prévenir, donc en tout cas améliorer l'immunisation de façon prolongée dans un certain groupe de patients. Après, est-ce que on n'a pas trop de données après la greffe de ces patients-là et quel est leur taux de rejet humoral, même si les anticorps ont disparu? Quel est le rebond en fait prévu? Est-ce que ce biomarqueur pourrait prédire le rebond chez ces patients-là et chez les patients traités par imlifidase? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer en fait associer donc l'imlifidase au début
alors vous allez hurler, hein, mais et peut-être le DARA après, donc faire imifidase puis DARA pour prévenir cet effet rebond qui est un peu le facteur de risque indépendant de rejet humoral après la transplantation chez les patients traités par imifidase. Donc, en conclusion, la première chose qui est une vraie problématique, c'est la classification. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas de nouveau aussi analyser nos datas avec la classification de Banff 2022? Parce que je trouve que on met toujours un pied l'un devant l'autre, mais est-ce que là, juste faire un rétroviseur, regarder sur une période passée, pourrait nous aider en fait à mieux classer les malades et proposer des traitements? On a quand même l'impression que là, on a une petite évolution dans le traitement du rejet humoral avec cet anti-CD38, mais ne jamais oublier que la physiopathologie de l'inflammation microvasculaire, ce n'est pas que du rejet humoral. L'intérêt de l'anti-CD38, c'est que ça agit sur les deux types de physiopathologie, ENK et DSA induits via les plasmocytes. Il faudrait probablement associer des traitements, mais on a quand même un peu peur de tuer les patients avec des risques infectieux importants, que ça reste complexe et qu'il faut prendre des critères multiples. Donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué d'avoir des vraies études randomisées, contrôlées. On inclut les mêmes types de patients, c'est toujours difficile. Et en tout cas, clairement, il en faut plus et il faut du phénotype précis avec de l'histologie, des biomarqueurs et aussi de la moléculaire. Je pense que probablement qu'il faut vraiment, comme on dit, démocratiser en tout cas tous ces types de diagnostic pour mieux conclure. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Les questions, les commentaires? Moi, j'y connais rien, mais il y a une place pour la recherche d'anticorps non HLA dans les choix. Alors oui, il y a clairement des rejets moraux qui sont secondaires à des anticorps non HLA. Il y a des anticorps anticellules endothéliales, il y a des anticorps anti-récepteurs de l'angiotensine 2 qui ont été décrits, notamment en cœur. Aujourd'hui, on n'a aucune possibilité en pratique clinique courante, sauf en envoyant un sérum à Dani qui a mis en place un cross-match anticellules endothéliales. Mais on a les résultats 6 mois après, et en fait, personne ne fait de recherche en pratique clinique courante Si, nous, on le fait régulièrement et on l'a en tête sur des points 2. Et donc, mais justement, quand on les a, à la limite, on les considère. Je pense que je vais aussi poser la question. Vous avez la recherche d'anticorps non HLA Chez Dany, hein, mais Ah oui, par les cellules endothéliales, c'est ça? oui, c'est ça, oui, Ouais, mais mais c'est que les anticorps anticellules endothéliales, mais il y en a quand même plusieurs des non-HLA, il n'y a pas que ça, et je pense que ça, en dehors de ça, nous aussi on lui envoie, il est très facilitant pour ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile quand même, non? D'accès, non? enfin, ceux de Dany, honnêtement, ça va. On ne va pas discuter sur les anticorps antirécepteurs de l'angiotensine 2 qui ont fait quand même couler beaucoup d'encre avec des traitements uniquement de Zartan pour les traiter. Mais donc nous, quand on a des Nadia, c'est vrai, hein, historiquement, bref, quand on a des Nadia positifs, enfin bon, pas Nadia Rose, mais des anticorps non HLA chez Dany, bah, on fait les échanges. Et puis de toute façon, on fait les échanges pour tout le monde. Enfin, dès qu'on a quelque chose comme ça, très sincèrement, on fait les échanges et les IGIV. Il y a d'autres questions ou ouais. Enfin, voilà, donc moi je trouve que Et quand est-ce que vous faites rien? C'est quoi les cas où vous faites rien, justement, parce que il y a quand même une revue de BEMI qui est sortie en 2025 là, dans NDT, où en fait, plus de 6 mois de la greffe, il propose en première intention l'anti-CD38, hein, sans échange plasmatique, sans IGIV. Donc vous avez la même... non, on fait les échanges et on fait les IGIV et Ouais. bah, on discute le DARA, mais comme je te le disais tout à l'heure, la Mm. seule fois réellement où on l'a utilisé, d'ailleurs, pour un traitement de rejet, je parle. Il y a eu un gros souci et tu me disais off que vous aussi. Ouais. Euh, Mm. voilà, je trouve qu'on charge un petit peu la barque, mais bon, voilà, il ne faut pas s'arrêter à un seul cas, sinon ça fait longtemps. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, Eric, mais n'empêche que le papier de Manouk qui montre quand même dans le Lancet que
Quand on greffe des patients avec des DSA, ils ont la même survie qu'en dialyse. Ça, personne n'en parle trop et on est quand même dans une situation où on propose la greffe à tout le monde et qu'on est persuadé que la greffe, ça fait mieux, mais avec la dialyse à domicile, je pense que ça mérite quand même d'être réévalué de façon très spécifique quand même, hein. Oui, 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 mais Parce- je suis bien. Alors, là, ça dépasse un petit peu le cadre, mais c'est vrai que là, en ce moment, moi, je pose un certain nombre d'interrogations sur, et ça, vous êtes très aussi avancé là-dessus, la désensibilisation. Je trouve que quand même, c'est payer, enfin, se payer un autre tribut éventuellement. Et puis, je dis, la dernière patiente qui a reçu ça, c'est vrai qu'en l'espace de 15 jours, c'était stéroïdes de foie, ATG, échange, IVIG, éculizumab, DARA. Ça laisse quoi, non? Donc, quand on y réfléchit, enfin, je crois qu'il faut qu'on se pose un tout petit peu. Je ne sais pas. Et vous, parce que ça m'intéresse aussi. Payant. Ouais. Ça m'intéresse, mais donc quand vous avez des patients que vous avez réussi, entre guillemets, à contrôler, et on y arrive aussi, hein, encore une fois, plutôt avec les IGIV et plasma, vous faites systématiquement un switch au BELA? Non. Non, non, on fait pas du tout systématiquement. On fait le switch au Bella quand on trouve que les patients s'aggravent en général et qu'on n'a plus de possibilités, mais on leur a déjà fait des IGIV, des échanges plasmatiques et on a même parfois discuté l'anticomplément, hein. Donc, en général, ce qu'on fait pour le Bella, c'est des stratégies de sauvetage, quoi. Voilà. Tout en Mais bon, sachant que cette patiente, lors de la première greffe, avait fait un léomyosarcome EBV induit. voilà, alors ça, c'est un peu Pour les embêtant. virus, si tu veux, enfin, bon, on va pas parler à propos d'un cas, quoi. Non, mais en tout cas, je pense que clairement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que enfin, je pense que vraiment ces traitements sont très complexes en fait. C'est des patients qui sont complexes déjà de base, qui sont très différents l'un et l'autre. On peut avoir 45 ans, en être à sa première greffe et avoir 45 ans et en être à sa quatrième greffe. Et donc, je pense que enfin, je trouve que c'est difficile, quoi. ok. Euh, Mais les avec questions. les échanges et IGV, c'est quoi le taux de succès de prise en charge? Pour les Alors ça, c'est une bonne question parce que on a beaucoup cherché là. Et en fait, en termes de succès, c'est-à-dire en termes d'amélioration de la créatinine, il n'y a pas de chiffre dans la littérature. Quand on interroge les néphrologues transplanteurs, ils disent tous d'un ton très assuré 20%. Moi, je ne sais pas. La seule chose, c'est le seul papier qui a vraiment bien analysé ça, c'est le papier de Tona là, sur l'histologie. Il montre qu'il y a une amélioration des lésions histologiques dans 30% des cas. Et en général, tous les patients de cette étude avaient reçu échange plasmatique IGIV et corticoïdes, et ils avaient plus ou moins reçu du MabThera, mais ça, c'était vraiment très peu. Donc voilà, mais sinon, c'est compliqué parce que même dans la seule étude randomisée contrôlée qui a été faite par Tour, là j'ai oublié le nom, mais qui a associé du MabThera, C'est terrible. Vituxera, en fait j'ai revu les critères, l'objectif principal, c'est la perte du greffon en 15 jours. Donc aujourd'hui, on n'a plus ça en fait, on n'est pas dans une perte de greffon à J15, on est vraiment dans un truc enfin, de stabilisation, voire d'amélioration donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça en fait. Il n'y a pas les chiffres dans la littérature. Mais on a Non. l'impression que c'est 20%, quoi. Avec Yvon, on avait mis parce que j'avais été beaucoup impliqué à l'époque avec Yvon Le Branchu. Et donc, on avait mis le truc à 15 jours parce qu'en fait, tous les centres voulaient qu'on puisse, parce que tout le monde était sûr que ça allait fonctionner, utiliser en rescue. Si à 15 jours, ça n'allait pas, enfin, sans parler de perte de greffon, mais donc c'est pour ça, donc c'est une mauvaise étude, mais globalement, en randomisé. Non, mais c'est pas une mauvaise étude, moi je suis pas d'accord, hein. Ouais, enfin, c'est compliqué d'un point de vue méthodologique, mais on n'osait pas, hein. Marie, je reviens juste un peu sur les doses d'IGIV, parce que finalement, on va dire que c'est notre standard of care, hein, Ouais. IGIV, presque changement d'IGIV. Redis-nous ce que vous faites, vous, comme dose d'IGIV, combien de cures, et 2 grammes kilo, 4 cures. d'accord, c'est 2 grammes kilo, parce que ouais, vous montrez une étude avec 1 gramme kilo.
tu considères que c'est pas suffisant pour dire que ça va aussi bien? Ben, si tu veux, je ne sais pas trop te dire parce que ça repose enfin, un critère de dire que quand on a 2 grammes kilo, on est dans l'immunomodulation. Mais en fait, personne ne sait si entre 1 gramme kilo et 2 grammes kilo, il y a une différence. Déjà, l'immunomodulation induite par les IGIV, il y a quand même peu de critères fondamentaux, enfin, en tout cas, de critères durs dans la littérature sur lesquels on peut s'appuyer, en dehors de la dernière étude qui a été publiée dans Kiné. Mais tu vois, je sais pas, je peux pas te répondre, quoi, parce que vous faites 1 gramme kilo, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Non, On fait c'est 2 deux grammes, grammes, mais pas Ouais, comme mais ça. c'est ça, mais bah, de toute façon, l'HAS, c'est 2 grammes, c'est un peu la dose qui traîne partout, hein, 2 grammes kilo. Donc, Et redis-moi combien de doses tu fais? Est-ce que vous refaites une biopsie rénale à la fin des cures oui, pour nous, on fait une prolonger? biopsie. En fait, on fait 4 doses, donc on fait 6 échanges plasmatiques. Ensuite, on fait pas là les trucs à 0,2 grammes kilo ou 0,1 gramme kilo là après chaque échange, ça on fait plus là, c'est fini. Ensuite, on fait 2 grammes kilo donc à la fin des échanges, puis tous les mois. Et à M6, on refait une biopsie parce qu'en fait, le temps du traitement, c'est quasiment 6 mois, sauf si le malade s'aggrave évidemment et qu'on en refait une. Mais en général, à M6, on refait une biopsie. D'accord. Et en fonction de si vous trouvez encore des signes d'activité, vous poursuivez, vous arrêtez, Alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend, mais ça va dépendre des patients. Mais s'il est stable sur le plan de l'inflammation microvasculaire, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser l'immunosuppression. S'il s'aggrave sur le plan microvasculaire, là, on rediscute en général une nouvelle série d'échanges, mais ça, c'est discutable. Mais en général, on maintient les immunoglobulines intraveineuses et on le rebiopsie à M12. Et après, on discute le switch au Parce belatacept. que- Si à M12, tu vois, c'est toujours catastrophique, Non, on parce switch que au béla. justement, en biblio, on avait analysé le papier, et c'est vrai que alors ça marchait, entre guillemets, bien, je sais pas comment dire, sur le critère CADI, qui est quand même un vieux critère de chronique, mais sur l'AMVI, ça n'avait pas l'air d'être merveilleux dans le papier. Je suis d'accord, mais le critère CADI, il est quand même hyper fort, hein. Enfin, il y a quand même le papier de Haas qui montre que le critère CADI, ça augmente de 4 fois la perte de greffon, hein. Donc, je trouve que parfois on s'accroche aussi à des nouveaux critères, parce que l'AMVI, on dit ça donne du CG, bien sûr, c'est vrai, mais n'empêche que on n'inclut pas non plus ce critère CADI dans la classification de Banff et dans nos décisions, alors que je pense que c'est probablement aussi fort que l'inflammation microvasculaire isolée, quoi, en tout cas. Ok, j'ai juste une petite dernière question parce qu'on y réfléchit très fort et même hors Mmh. transplantation. Vous faites signer un papier à tous les patients quand vous utilisez des médicaments AMM? Ah bah, en fait, là, nous, on le fait Pas un pas. piège, hein, et si tu veux, j'arrête l'enregistrement. Non, Euh, non, non, mais nous, on le fait pas. Mais en fait, pour tout te dire, on va déposer. Je sais que vous ne faites pas partie parce que j'ai proposé à Necker qui m'a dit qu'il ferait ça avec Spicer, donc je sais pas trop. Mais nous, justement, nous, on n'utilise pas l'anti-CD38 en transplantation parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez enfin, en tout cas, de base pour l'utiliser. Que en plus, on a quand même ces 2 infections et que on a ce truc chez les primates qui montre qu'il y a plus de rejet aigu cellulaire quand même, hein, il faut quand même le noter parce que même si c'est pas décrit encore dans la littérature, il y a 1 ou 2 cas quand même qui montrent ça. Donc, nous, on va faire un PHRC en fait pour ça mais hors AMM en transplantation, on est un peu mal barré parce qu'il y a quand même beaucoup de médicaments qu'on utilise hors AMM, oui, non, quoi. mais ma question était juste de savoir si vous faisiez signer un papier. Non, Je non. dis, compte tenu, là De aussi, l'histoire de Lyon, c'est ça? par C'est pour ça que vous exemple, faites ça? bah, on ne Et fait vous, pas vous le faites, encore. vous? Pas encore, non. Non, je crois qu'on va le faire. Il faut qu'on le Parce que fasse. la GEM, c'est pareil, hein, le MabThera, ça a pas la MM, donc L'idée, c'est pour ça que je te disais, c'était pas simplement en transplantation, c'était dans l'absolu. Moi, je crois que ça paraît être quelque part plus On logique. l'air du temps. Ok, ouais. allez, on retient. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Marie. J'arrête l'enregistrement et Merci. à droite ton enregistrement si tu veux. OK. Bonne journée. À bientôt.